Good. Bonjour et bienvenue tout le monde à la session d'information sur le libre accès. Donc aujourd'hui, on va voir comment on dépose nos publications scientifiques, aussi d'autres productions scientifiques dans un dépôt institutionnel. Cette session est présentée par moi pour celles qui ne me connaissent pas, ceux. On se connaît déjà bien. Je suis le coordonnateur des axes de recherche, puis mon nom c'est Mohamed Matlouti. Donc, pour commencer, je vous pose une petite question. Je vais partir un petit sondage sur Zoom. C'est juste pour savoir si vous avez déjà fait un dépôt institutionnel. Normalement, vous devez recevoir le Oui, questionnaire. le questionnaire. Parfait. Et, et là, comment on fait pour répondre? C'est ça. Tu cliques sur non, puis c'est tout. Surnom. Mais moi, j'ai Get QR Code ou End Poll. Un pot. Ah, End Je Poll. vois déjà ta OK. réponse, ouais. Ouais. OK, Kate, parfait. on va lui poser la question par la suite quand elle revient. Donc, j'arrête. OK. Donc, Virginia, pour toi, tu n'as jamais fait de dépôt institutionnel, Non, ni en revue, ni en dépôt institutionnel, mettons en ben libre accès. oui, parce que moi, quand j'ai publié, c'était pas nécessaire, mais ça Ouais. commençait et puis c'était vraiment encouragé à le faire. Ouais. Mais moi, personnellement, je l'ai Justement, pas fait. Ouais. justement, euh, je vais t'expliquer, on va expliquer pourquoi c'est important, et pour les profs, pour les articles ou les étudiants, et aussi pour les étudiants pour leur mémoire de maîtrise et de thèse. Et d'ailleurs, c'est pour tout type de production scientifique. Donc, c'est quoi le libre accès? C'est un mouvement mondial qui vise à la démocratisation des savoirs issus de la recherche. Il consiste à rendre accessibles en ligne et d'une manière gratuite et illimitée les publications scientifiques et les données, ou moi je dirais les productions de recherche, donc tout type de production de recherche. Puis, il ne faut pas oublier que ça constitue un des piliers de sciences ouvertes. C'est sûr que là, on a beaucoup plus tendance à parler de sciences ouvertes, de rendre tout accessible. Puis, ça permet la circulation et la transparence des données ou des résultats de recherche et ça rend accessible et réutilisable pour tout le monde. C'est quoi les avantages du libre accès? Donc, ça améliore les citations des Hmm. publications scientifiques et leur impact. Donc, ça donne du sens à nos travaux de recherche. Ça permet aussi de créer les possibilités de collaboration, que ce soit sur le niveau local, national ou international. Ça valorise les retombées de nos recherches auprès du grand public. Puis aussi, ça permet de diffuser les résultats de recherche, surtout financés par les fonds publics. Donc, il y a eu une mise à jour, ce que j'appelle une quand même grande mise à jour depuis 2022 des FRQ. Donc, je ne rentre pas dans les détails, toujours en ce qui concerne les publications en libre accès. À partir de 2022, pour les articles qui ont été revus par les pairs ou par les reviewers, il y a trois grandes modifications. Avant, il y avait un embargo de 12 mois. Maintenant, un libre accès immédiat est exigé. Il doit y avoir, la publication doit être effectuée avec une licence ouverte. On va voir ça par la suite. Et aussi, les frais de publication peuvent être couverts par la subvention ou la bourse des FRQ, mais ceci est sous condition. C'est pas automatique maintenant. OK? Donc, un peu plus en détail, donc, la publication doit être rendue librement accessible aussitôt qu'elle est publiée par une revue. Donc, dès qu'on publie dans une revue, elle doit être en libre accès. Donc, au moins une version de toutes les publications examinées ou de la même publication doivent être diffusées sous licence ouverte. J'ai une Généralement, petite ouais, question, s'il vous ouais. plaît. Mhm. Est-ce que la revue, elle accepte que ça soit toujours publié en libre accès tout de suite ou dépendamment de la revue? Je, je vais te répondre à cette question. On va en arriver. Mais très, D'accord, très bonne OK. question. Good. Donc, c'est ça, il faut que ça soit sous licence ouverte. Généralement, on utilise la licence Creative Commons, puis c'est soit le CC BY ou le CC BY ND, ou une licence équivalente. Mais généralement, c'est ces deux licences-là qu'on utilise de Creative Commons. Je ne rentre pas dans les détails des licences, mais
Je vous mets ici les licences par ordre, mettons, d'ouverture ou de liberté. Donc, la plus libre, c'est le CC BY. Puis, la moins libre, mettons, c'est le CC BY ND. Maintenant, c'est quoi la différence pour le CC BY? Ça autorise à partager et adapter. Donc, partager, c'est copier, distribuer, communiquer par tous les moyens, sous toutes les formes. Adapter, ça veut dire qu'on peut modifier pour toute utilisation, y compris commerciale. Le CC BY ND, c'est qu'on peut partager, mais on ne peut pas faire des modifications. Là, au moment de la publication dans une revue, le chercheur doit sélectionner quel type de licence qu'il veut adapter. Maintenant, en ce qui concerne la troisième mise à jour, qui est moi j'ai écrit remboursement, mais je vais dire utiliser les fonds des FRQ. Donc, à partir du 1er juillet 2025, les FRQ n'autorisent pas les chercheurs à utiliser les fonds pour payer les frais des articles, pour les rendre en libre accès, pour les revues en transformation ou les revues en statut ou visées par une entente de transformation. Ça veut dire qu'il y a des revues qui sont des revues payantes, ce qu'on appelle ou avec abonnement, puis ils ont signé mettons, une entente avec les FRQ, soit ils vont se transformer en une revue libre accès, donc de payante à libre accès, ou visée par une entente de transformation. Avant juillet 2025, les FRQ autorisent les chercheurs à payer les frais APC ou le Article Processing Charges euh, pour ces types de revues, mais à partir du 1er juillet, ce n'est plus possible. Donc, ils ont donné, mettons, 3 ans depuis 2022, excusez, depuis 2022 jusqu'à juillet 2025 pour que ces revues se transforment et pour que les chercheurs s'adaptent par rapport à ce nouveau changement. Donc, on va partir à un quiz. Je vais vous partager ça. Si, voilà. Donc, tout court, depuis la mise à jour de juillet 2022, quelles sont les trois exigences principales des FRQ en matière de libre accès aux publications scientifiques? Est-ce que vous avez reçu le sondage? Oui. Good. Euh, bon, moi, je répondrai A. C'est parfait. Oui. Je sais pas C'est si c'est vrai. Ben oui, c'est la bonne réponse. Oui, c'est la réponse A, donc les trois exigences qu'on vient juste de nommer. OK? OK. Parfait. Je vais arrêter le sondage. Donc, quand on parle de mise à jour et des politiques des FRQ, à la base, ça touche les infrastructures et d'une façon directe. Indirecte, ça touche les enseignants. Donc, quand on parle d'infrastructure, on parle de centres de recherche, par exemple. Fait que nous, pour le CRIR, dans nos bilans annuels, nous devons fournir au FRQ une liste de publications où mettons la proportion des publications qui ont été effectuées en libre accès sous licence ouverte. D'où l'importance de faire des publications en libre accès puis aussi, non seulement dans nos bilans annuels, mais dans les demandes de renouvellement de financement, donc les grandes demandes, euh, nous devons fournir la proportion des publications en libre accès sous licence ouverte, bien évidemment, les publications qui ont été révisées par les pairs. Donc, autrement dit, c'est comme un genre de critère d'évaluation pour nous, pour le CRIR. Donc, nous sommes tenus d'augmenter la proportion des publications en libre accès pour augmenter, mettons, nos standards d'évaluation ou pour répondre aux standards d'évaluation des FRQ. Donc, c'est très important d'augmenter la proportion des publications en libre accès de la part, que ce soit des étudiants ou des chercheurs. Là, je me permets de vous partager un peu les pourcentages des proportions de publications libre accès du CRIR.
Donc, si vous voyez sur la dernière ligne du tableau, on voit qu'en 2021, on était à 65, 22 62, 23 à 60 et 24 à 66. Donc, généralement, on fait bien, on publie bien en libre accès, mettons où il y a une bonne proportion, mais à vrai dire, si on veut respecter l'exigence des FRQ, on est très loin d'un 100% ou d'un 90 ou de 95. Donc, euh, c'est une responsabilité dans un premier temps des chercheurs et des étudiants pour publier et diffuser leurs articles en libre accès. Et non seulement, comme j'ai dit, les articles, mais ça touche toute production scientifique ou les mémoires de thèse ou de doctorat aussi doivent être déposés en dépôt institutionnel. Puis on va venir plus en détail comment on fait ce dépôt institutionnel. Donc, c'est votre responsabilité. Nous, de notre côté, le CRIR, notre responsabilité, c'est d'assurer des sessions drop-in, comme aujourd'hui. Donc, on en fait une ou deux chaque année. Puis aussi, on rend l'information disponible sur le site Internet du CRIR. À chaque fois, il y a une modification, concernant les politiques en libre accès. Maintenant, quand on parle de libre accès, comment on peut savoir si notre publication, ou si une publication est en libre accès? Euh, Au CRIR, ce qu'on utilise, ou un des outils, c'est le 1PWA. D'accord? Moi, si vous allez voir dans le chat, je vous ai laissé quelques liens. Donc, allez-y sur le lien de 1PWA. Donc, c'est quoi un paywall? C'est une extension qui vient s'installer ou qu'on peut installer sur Firefox, Chrome ou Microsoft Edge. Donc, il faut juste l'ajouter. Et quand on l'ajoute, euh, quand on fait une recherche sur un article, quand on met le titre et on accède au journal, là, on va voir si l'article est en libre accès ou il n'est pas en libre accès. Donc, entre-temps, je vous explique, allez-y, installez l'extension. Donc, si c'est un article qui est en libre accès, on va voir qu'il y a un cadenas vert qui s'affiche. S'il n'est pas en libre accès, il y a un cadenas gris aussi qui s'affiche. Ça veut dire qu'il n'est pas en libre accès. D'accord? Euh, Comme j'ai dit, entre-temps, installer l'extension parce qu'on a un exercice à faire, un petit quiz. Ah, Ouais. Puis, juste ici, à vous clarifier, parce que des fois, c'est mélangeant, on parle de free access, free to read, full access, c'est pas vraiment très, très clair. Juste à vous dire que un article en libre accès doit y avoir la mention open access et aussi la mention de CC BY ou CC BY ND, la mention de Creative Commons, donc la licence ouverte. Ça, c'est très important et c'est ce qui peut différencier un article d'un autre qui est en libre accès. Donc, les articles qui ne sont pas en libre accès, il y a les mentions free access ou free to read. C'est vraiment temporaire, peut-être des promotions ou des articles à une durée limitée qui sont en open access. Puis, le full access, ça, généralement, quand on est déjà abonné à une revue ou si on est, par exemple, connecté sur notre réseau interne d'une université ou de bibliothèque ou s'il n'y a aucune mention, donc ce n'est pas un article en libre accès. Donc, notre quiz. Je vous ai mis trois articles, puis allez-y, copier-coller les articles sur Chrome, par exemple, après avoir installé ah. l'extension un paywall. Puis vous me dites, parmi les trois articles, il y en a deux qui sont en libre accès et un qui n'est pas en libre accès. Donc, quels sont les deux articles qui sont en libre accès? Je sais pas pourquoi j'arrive pas à copier-coller là, Pas grave, je vais vous mettre dans les le noms des chat. articles dans le chat exact. Euh, Voilà. Pour le deuxième, j'ai un cadenas gris. Nice. Il dit pas s'il est
il dit pas ni vert ni rouge. C'est pas. Non, c'est soit gris ou vert, c'est pas rouge. Donc Ah, excuse. s'il est gris, non, non, c'est correct. S'il est gris, ça veut dire qu'il n'est pas en libre accès. Donc oui, effectivement, c'est le A et le C qui sont en libre accès. Le B, il n'est pas en libre accès. OK. Moi, Ouais. mon cerveau avait envie que ça soit vert et rouge, mais Rouge. Hmm. Pas correct, je grave. vais m'adapter. Non, non, pas trop, pas trop. Mais moi, j'ai une petite remarque, je sais pas. Moi, Ouais. par exemple, quand j'étais active et je faisais des publications, bon, je crois que c'est ma dernière, c'est 2017. Ben, Mhm. j'avais accès à PubMed ou toutes ces et dans PubMed, je pouvais aller et je voyais s'il était en libre accès ou pas parce que je voyais le petit cadenas. Exact, oui, Mais je voyais, je savais pas qu'il y avait des conditions, si c'était complètement en libre accès ou pas. Mais tout ce que je pouvais voir, c'est que j'avais accès moi-même. Mais oui. depuis justement que je ne suis plus inscrite à PubMed, si tu veux, ben on dirait que là, j'ai plus le droit pour beaucoup d'articles. Et ça, c'est même pas une question de libre accès. Donc là, je peux même pas savoir s'ils sont Ouais. libre accès. Ouais, c'est ça. Ben, de toute façon, là, nous avons un paywall, fait que tu peux aller voir directement. Ce qui est Mhm. avantageux avec le un paywall, je sais qu'avant, il y avait un embargo de 12 mois. Il y a peut-être d'anciennes publications, mais on peut les rendre en libre accès. Puis comme étudiant ou chercheur aussi, si je veux faire mon cadre théorique, si je veux Mhm. développer ma question de recherche, c'est important d'aller faire la lecture. Ça va comme Ben être oui, c'est sûr. rapide si je sais qu'il est en libre accès et je ne suis pas abonné C'est ça, à certaines revues. c'est Donc, certainement. là, on commence un peu, Virginia, parce que tu as posé la question, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Là, on va rentrer un peu plus dans des détails techniques. Donc, pour les différents types de revues, je vais appeler ça comme ça, les FRQ les ont classifiés par couleur. Donc, on a OK. quatre couleurs, trois plus populaires, un moins populaire, mais je ne rentre pas vraiment trop dans les détails ici, juste pour vous dire que pour la voie verte, c'est des revues à abonnement. Le libre accès est assuré par un dépôt institutionnel. Il n'y a pas de frais, donc c'est gratuit. Puis il faut passer par l'université dans notre cas. Puis pour toutes les revues ou les types de revues ou les voies, les licences sont ouvertes. Il y a la voie dorée qui a deux types mettant les revues en libre accès immédiat. C'est vraiment les revues en libre accès automatique. On sait déjà qu'ils sont en libre accès et on a plein de ces revues qui étaient en transformation ou en entente de transformation. Donc là, sont devenues en libre accès. Donc c'est automatique le libre accès. Les dépenses sont admissibles. Donc c'est ce que les FRQ nous permettent d'utiliser les subventions ou les fonds de subvention pour les frais APC, pour qu'ils soient en libre accès. Maintenant, deuxième type, c'est les revues à abonnement. Donc, ces revues-là, euh, c'est les revues pour lesquelles l'utilisateur paye pour avoir accès, comme Virginia, tu as dit. Euh, Ça, c'est de un et de 2 pour les rendre en libre accès, il faut payer aussi un montant. Donc, les FRQ n'autorisent pas ce genre de dépenses parce que, ce que j'ai mis en carré gauche, ce qu'on appelle aussi les revues hybrides, pour les FRQ, c'est moins efficace et moins conforme aux standards de la science ouverte. Moi, je dirais aussi, c'est un peu du gaspillage du fonds public ou de l'argent public parce que non seulement on paye pour avoir accès à l'information, aux articles, mais aussi on doit payer pour les rendre en libre accès. Et on va voir par la suite, j'ai une diapositive qui montre un peu que ces revues à abonnement, on peut faire, on peut rendre une publication en libre accès en passant par la voie verte. Donc, si on voit la première ligne, c'est les deux, c'est de revues à abonnement. Donc, on peut passer par ces revues à abonnement à travers le libre accès pour rendre nos publications en libre accès et sans frais. Voix Diamant, moins connu, c'est pas des journaux avec un facteur d'impact élevé, mais c'est des revues en libre accès immédiat sans frais.
Les voies orange, comme j'ai expliqué, il y a les revues à abonnement en transformation ou qui sont visées par des ententes de transformation. À partir du 1er juillet, c'est plus couvert par les FRQ. Puis comme j'ai dit, la plupart de ces revues-là, soit qu'ils sont devenus en libre accès immédiat, puis que les FRQ nous autorisent à utiliser nos fonds, soit qu'on peut utiliser la voie verte pour rendre nos articles en libre accès. Bref. Je vais revenir un peu pour parler de ces modalités dans une autre diapositive, mais ce qu'on veut garder ici, c'est qu'il y a plusieurs modalités. Puis, mettons, voie dorée, revue à abonnement, ça répond pas vraiment hein, aux critères des FRQ. Donc, comment on peut savoir si une revue, elle nous offre la possibilité de faire un dépôt institutionnel ou si la revue, elle est déjà en libre accès immédiat ou open access ou si la revue, elle est, qui est touchée par une entente de transformation où elle se transforme. Les FRQ a laissé nous a fourni un outil qui est le Journal Check Tool. Donc, je vous ai laissé le lien. Juste Mhm. allez-y, cliquez sur ce lien-là parce qu'on va faire un exercice. Donc, cet outil-là, il est disponible en français et en anglais. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a trois cases. Première, on met le nom de revue que nous on vise, dans laquelle on veut faire nos publications. Deuxième case, l'organisme de financement. Dans nos cas, c'est généralement les FRQ. Mon institution, on peut soit mettre nos affiliations de l'université ou aussi, si on écrit CRIR, il existe dans la base de données ou dans la liste de cet outil. Généralement, quand on effectue une recherche, il y a quatre, moi je dirais cinq résultats qu'on peut obtenir. Soit le libre accès intégral, ça veut dire que c'est un journal qui offre ou qui est déjà en libre accès. Soit c'est une revue en transformation ou en entente de transformation. Ça, on voit de moins en moins ce type de revue parce que, comme j'ai dit, c'est depuis 2022. Il y en a ceux qui sont devenus en libre accès. Il y en a ceux peut-être qui n'existent pas dans la base de données, puis on va voir un exemple. Ou si c'est une revue qui offre l'auto-archivage ou qui est le libre accès, le dépôt institutionnel, excusez. Donc, un petit exercice. Euh, Allez-y sur le Journal Checker Tool. Puis mettez ou remplissez les cases. Donc, pour revue, mettez BMG Open Sports and Exercise Medicine. Organisme, on peut mettre FRQ. Puis l'institution, on écrit soit Université de Montréal, par exemple, ou CRIR. Oups. Je vais les mettre. Dans le chat, dans le chat, Ouais, oui, please. exact. Ouais. OK. Donc, on va aller un par un. On peut essayer le premier. BMG Open Sports, Sport and Medicine Exercise. Vous me dites c'est quoi que vous obtenez comme résultat. Nice, Kate. Ouais, mais moi, j'arrive pas à ouvrir le checker tool. C'est pas grave. OK. Je peux faire une simulation rapide. Mais Kate, oui, c'est ça. C'est un journal qui est déjà open access. Donc, mettons que les FRQ nous autorisent à utiliser les fonds de subvention pour ce journal-là. Je vais aller rapidement ici. Est-ce qu'il est ouvert? Fait qu'ici, Virginia, Mhm. je mets le nom du revue. Ici, FRQ. Ici, je peux mettre écrire. Ah oui, Et voilà, tu c'est vois, facile, ouais. c'est en libre accès intégral. Exact. Vous pouvez aussi voir pour le deuxième et troisième, on peut faire ça ensemble. Il faut juste changer, on peut garder la même page, mais on change seulement la revue.
Rehabilitation Psychology. OK. Puis ça nous permet l'auto-archivage. Ça veut dire que c'est une revue à abonnement, mais qui nous donne la possibilité de faire le dépôt institutionnel pour rendre nos articles en libre accès. Mettons, OK. moi, je dirais que ça, c'est la première étape qu'il faut faire pour sélectionner une revue à laquelle on veut faire notre publication. On va essayer la troisième. Troisième, c'est Archive of Physical Medicine and Rehabilitation. Je pense que je l'ai pas pris. Ouais, ça devient lourd, moi, de mon côté. Donc, le résultat de cette recherche-là ou pour cette revue, ça nous indique il n'y a pas d'option de publication conforme à la politique. C'est le OK. résultat que j'ai pas mis dans la première diapositive. Oui, ça arrive que il faut vérifier avec une autre revue. Moi, je dirais que dans ce cas-là, il faut absolument contacter le bibliothécaire ou la bibliothécaire de l'université parce que il y a quelque chose avec cette revue. OK? Donc, peut-être il y avait une entente, puis ils n'ont pas respecté l'entente. Il y a plusieurs explications. Mais dès qu'on a cette réponse pour une revue en particulier, il faut qu'on vérifie davantage. Je vais Donc, te il n'y a pas... dire, il n'y a Ouais, pas la même réponse si on met l'institution Université de Montréal. On a Transformative Agreement. oui, mais c'est ce que je dis des fois, quand ils sont en cours de transformation, peut-être ils n'ont pas respecté l'entente. D'ailleurs, c'est un très bon exemple. Fait que, tu vois, il faut vraiment vérifier quand on a ce genre de controverse ou de résultat. Ça se peut qu'avec l'Université de Montréal, ça passe, mais si c'est avec le CRIR, qu'il faut vérifier. Mais généralement, le résultat, il est fiable. Si on met nos informations, on va obtenir notre résultat. Puis comme j'ai dit ça, moi, je le vois de plus en plus parce que ça fait 2 ans qu'il y a ces ententes, puis à quel point ils vont respecter les ententes, je ne sais pas. Mais ceci dit que c'est pas le seul moyen. Il y a d'autres moyens comme le GISC, le Open Policy Finder, le DOAJ. Il y a aussi le site web de la revue directement, fait qu'on peut se rendre sur la revue et voir qu'est-ce Ouais. qu'il offre comme modalité. Et bien sûr, on peut toujours se référer à notre bibliothécaire. Donc là, je reviens à... Ah, il y a Stéphane. Ah, pardon. Oui, oui, je l'admets. C'est bon. C'est bon, c'est fait. Allô, Stéphano, Hello, je suis ça désolé, va? j'avais une activité qui a débordé un peu. Pas grave, pas grave. Fait que c'est ça, les revues, ce que j'ai dit tantôt, voie dorée. Donc, comme j'ai dit, c'est un peu, je ne veux pas dire, mais c'est ça. Pour moi, c'est du gaspillage parce que les fonds publics, on les utilise genre pour payer les frais APC, surtout pour les journaux hybrides. Fait que c'est comme si on a nos fonds publics qu'on utilise pour accéder à ce genre de revues. Et en plus, pour rendre nos publications en libre accès, on paye beaucoup pour rendre en libre accès. En plus, il y a ceux qui sont en libre accès ou qui offrent le libre accès, les revues, ça coûte cher. Ça coûte jusqu'à 600 000 dollars. Donc, pourquoi les FRQ de un, elle ne veut pas rembourser ces frais-là? Parce que, comme j'ai dit, c'est comme si
les revues font du double profit et ça, c'est un peu contre les valeurs ou la vision des sciences ouvertes. D'où ce qui est recommandé, c'est la voie verte. Donc, si vous avez fait un dépôt déjà en libre accès, pas besoin de faire la voie verte qui est le dépôt institutionnel. Donc, comme j'ai expliqué, on va aller voir sur le Journal Tool Checker. On va aller voir si la revue nous offre la possibilité de faire un dépôt institutionnel. Donc, si c'est oui, c'est correct. On va déposer notre article. Puis par la suite, on va utiliser une copie, puis je vais vous dire c'est laquelle par la suite. Donc, on va utiliser une copie de notre article et on va tout simplement faire un dépôt institutionnel. Donc, si on mélange ou on fait les deux ensemble, notre article va être, un, publié dans une revue sous abonnement, qui est généralement avec un facteur d'impact qui est élevé, et de deux, notre publication va être en libre accès sans payer des frais, donc gratuitement. Donc, c'est ça le principe ou la raison pour laquelle on préfère beaucoup cette voie verte. Donc, c'est quoi un dépôt institutionnel? Donc, c'est une archive numérique qui est gérée par une institution, généralement les universités, comme dans notre cas. Ça permet le stockage, ça permet de stocker, préserver et de rendre accessible en libre accès les publications scientifiques, thèses, rapports de recherche et autres documents. Donc, comme j'ai dit, c'est pas juste les articles, mais c'est tout type de production scientifique, y compris les mémoires de thèse et de maîtrise. Puis ce type de dépôt facilite la diffusion des connaissances et assure la pérennité des travaux de recherche. Les avantages, donc ça permet que la publication soit dans des revues prestigieuses à fort facteur d'impact, dont la majorité autorise le dépôt. Des fois, j'ai des questions. Mais oui, j'ai un journal euh, qui est sous abonnement, puis je veux faire mon dépôt d'articles dans ce journal-là, mais la plupart, moi je dirais qu'environ 80% de ces revues sous abonnement offrent la possibilité de faire le dépôt institutionnel. Donc, c'est pour cette raison qu'on évite de payer les frais APC, puis on ira avec ce dépôt institutionnel. Donc, ça assure une accessibilité gratuite et une pérennité des publications. Ça favorise la conformité avec les politiques de financement des chercheurs. Ça réduit les coûts d'accès et de dépôt pour les chercheurs et pour l'utilisateur aussi. Et ça prévient surtout des risques liés aux éditeurs ou des revues prédatrices. Donc, c'est quoi les revues prédatrices? C'est plus, moi je dirais plus ou moins des arnaques. Ça exploite le modèle de libre accès pour générer des profits sans garantir un processus de révision rigoureux, ni offrir un service d'édition de qualité, et c'est souvent des facteurs d'impact trompeurs. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'avantages pour le dépôt institutionnel. Maintenant, j'ai dit, il y a une version qu'on peut garder pour faire le dépôt institutionnel. C'est quoi cette version? C'est quoi cette étape? Donc, comme j'ai dit, on va aller faire notre dépôt dans la revue avec abonnement. Puis, il faut garder la version post-publication, post-print. Puis sous forme de PDF, généralement, on va le voir par la suite pour les universités. Donc, c'est la version acceptée en PDF. C'est la version qui a été révisée par les évaluateurs en vue de sa publication. Donc, généralement, ça ne contient pas les logos et la mise en forme de la revue. Et aussi, on aura besoin du DOI, le Digital Object Identifier, c'est l'identifiant de notre article et aussi les informations des articles, comme par exemple le titre final, les auteurs, la date, la revue, etc. Encore une autre fois, si on a déjà fait un dépôt en libre accès dans une revue en libre accès, pas besoin de faire le dépôt institutionnel. Généralement, on a besoin de ces deux informations. On va aller voir ça plus en détail. Donc, comment déposer, puis on va faire quelques simulations pour les universités. Juste pour vous rassurer, les politiques de libre accès des universités sont conformes aux politiques des organismes de subvention. Donc, il n'y aura pas une différence entre, par exemple, les FRQ et les politiques de libre accès pour l'Université de Montréal. Première chose. Deuxième chose, pour l'Université de Montréal, on utilise la plateforme Papyrus, on va voir ça. Pour McGill, on utilise eScholarship.
Pour Concordia, on utilise Spectorium. Puis pour l'UQAM, on utilise Archipel. Aujourd'hui, on va se focaliser plus sur IBM McGill parce que je ne vois pas de personnes qui sont de Concordia et d'UQAM. On va passer très vite. Bien sûr, si vous avez des questions, moi, je vous invite à contacter les bibliothécaires. Ici, moi, mon rôle, c'est plus pour vous encourager à faire la publication en libre accès et vous donner des pistes, puis vous montrer à quel point c'est facile de le faire. Donc, pour l'Université de Montréal, comme j'ai dit, on utilise Papyrus. En ce qui concerne les articles, c'est toujours un PDF, la version révisée par les pairs, donc la version acceptée pour publication, incluant les corrections qui ont été demandées sans la mise en page de l'éditeur. Donc, ça doit inclure le titre de publication finale, les auteurs, bien sûr, avec euh, l'ordre, la mention de type la publication qui a été acceptée, le DOI, la licence quand même, la licence CC, comme j'ai dit, généralement sont très reliés, le libre accès et la licence, puis ça, on le choisit au moment de la publication dans la revue. Pour les articles, on aura besoin du nom de la revue, volume, numéro et date de publication. Pour les chapitres ou autres productions, on aura besoin du titre de l'ouvrage, livre de l'acte de colloque, de la date de la publication. Et bien sûr, il faut accepter la licence de diffusion non exclusive de Papyrus. Ça s'applique pour toutes les universités. C'est quoi la licence de diffusion non exclusive? Ça veut dire que l'Université de Montréal a le droit de diffuser, mais le chercheur, de son côté aussi, ça garde l'exclusivité de son travail et la propriété intellectuelle, bien sûr. Donc, en tant que chercheur, il peut publier ailleurs, par exemple dans d'autres revues ou dans d'autres éditions. Il a la possibilité de retirer ou de modifier la version sous certaines conditions. Et aussi, il a la liberté d'accorder la même licence à d'autres plateformes. Ça veut dire que l'Université de Montréal ou une autre université va diffuser, mais ce n'est pas exclusif que pour l'université. On peut, en tant que chercheur, publier dans d'autres endroits. Comment on fait? On soumet cette version sur Papyrus, on va voir comment. Puis pour les mémoires, thèses et les travaux d'étudiants, ce qui est, moi, je trouve génial, c'est que Papyrus maintenant attribue automatiquement un DOI à tous les nouveaux documents déposés, y compris les mémoires et les thèses, les rapports plutôt. Puis il faut soumettre un seul PDF, ça ne doit pas contenir des multimédias comme des vidéos, etc. Puis toutes les instructions là. Je vous encourage, on n'a pas d'étudiants, mais s'il y a des étudiants qui vont revoir la session drop-in, cliquez sur ou allez-y sur le lien, puis vous allez avoir toutes les instructions, comment déposer, ou c'est quoi les instructions pour déposer le PDF. Ce qui est bon aussi, c'est que l'UDM partage ou mis à votre disposition un guide de présentation sur YouTube, puis aussi la soumission se fait sur Papyrus. Donc, maintenant, pratico-pratique, comment ça fonctionne? Si vous avez des accès sur l'Université de Montréal, allez-y sur Papyrus. Je vous ai mis les liens au début euh, de, de, de la session, vous allez le voir. Donc, il faut aller soit faire identification, donc en haut à droite, se connecter, mettre le courriel, le mot de passe, se connecter, ou cliquer sur partager vos articles. Et par la suite, ça va nous amener sur cette page. On met nos informations, puis ça va nous amener sur cette page-là. Tout ce qu'on a dit, simplement, il faut mettre une copie dans cet endroit et envoyer le fichier à l'équipe de bibliothèque. C'est si simple. C'est une seule étape pour les articles. Donc, c'est pas vraiment très compliqué et très difficile. Euh, donc, ça, c'est pour comme la page directe. Mais si on veut aller sur Papyrus, on doit aller sur Déposer dans Papyrus, Déposer dans Papyrus, aller sélectionner Articles et publications. Puis là, on va juste soit glisser pour déposer notre fichier ou aller le chercher, puis cliquer sur Soumettre. Et c'est ça. C'est juste une seule étape. Après, s'il y a des informations qui manquent, s'il y a des choses qui sont complémentaires,
l'équipe de Papyrus va vous contacter et moi, je vous conseille toujours d'aller voir la liste de nous, vos dépôts, puis c'est quoi, mettons, si on reçoit un message ou s'il y a des modifications à faire, etc. Donc ça, c'est en ce qui concerne le dépôt d'un article. Pour les étudiants, on doit aller cliquer sur Soumettre un travail académique. Si on est authentifié, là, on va aller pointer Déposer dans Papyrus, sélectionner Thèse, mémoire et travaux étudiants. Puis là, il y a comme une batterie de questions, puis il faut remplir des champs. Sélectionner notre faculté, puis le type de document, euh, puis ajouter les informations, descriptions comme le titre, les affiliations, les auteurs, la date, toutes les informations. Là, comme j'ai dit, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est juste un processus, il faut remplir nos informations. Puis à la dernière étape, on accepte, comme on a dit, la licence de diffusion non exclusive. Ça s'applique pour les articles et pour les mémoires et cliquer en bas à droite sur Déposer. Ce qui est bon, c'est on peut sauvegarder pour revenir plus tard. Puis, s'il y a de quoi qui manque, l'équipe de Papyrus va nous contacter ou va nous laisser un message sur la plateforme Papyrus. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'Université de Montréal. Pour McGill, c'est plus simple. Donc, je vous ai mis le lien. Rendez-vous sur eScholar. Puis on va voir que c'est toujours les mêmes recommandations ou les mêmes indications. Donc c'est un PDF. Pour McGill, ce que j'ai vu, c'est plus flexible. Ils acceptent preprint, accepté ou version publiée. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est toujours la version post-print ou la version acceptée avec les modifications qui inclut le titre complet de l'article, les auteurs, le nom du journal, l'année, volume, DOI, statut, la mention de Creative Commons, nom, courriel, faculté, toutes les informations là. Donc pour McGill, on a deux moyens. C'est soit déposer avec un formulaire en ligne, le submission form, ou envoyer un courriel, tout simplement. On a notre document, on envoie par courriel. En ce qui concerne les thèses mémoire ou travaux étudiants, donc, ça doit être en format PDF-A. Ça inclut toutes les informations, le titre, le nom de l'étudiant, l'unité, département, date, soumission, etc. Ça doit respecter les normes. Donc, si vous voulez savoir les normes, allez-y sur le Graduate and Postdoctoral Studies et la soumission se fait par courriel. Envoyez ça à eScholarship at mcgill.ca. Je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas, mais en tout cas. Donc, si vous pouvez aller sur le lien que j'ai mis, puis vous allez voir les deux modalités, soit envoyer à eScholarshipLibrary@mcgill.ca ou cliquer sur le formulaire. Donc, courriel, c'est simple. Pour le formulaire, il faut se login et ça a l'air d'un formulaire normal. C'est les formulaires comme Microsoft Form, là. Il faut remplir les informations, faculté, département, affiliation, si on a un numéro ORCID, des informations complémentaires, puis soumettre. Encore une autre fois, s'il y a quelque chose qui manque, c'est l'équipe de bibliothèque qui va vous contacter par la suite. Juste à vous dire, en contactant la bibliothécaire de McGill, elle m'a informé que à partir de 2026, ça se peut qu'ils vont enlever le formulaire. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont habitués à envoyer un courriel, puis c'est fini. Sinon, s'il y a d'autres procédures, la prochaine session de drop-in, je vais vous tenir informé. Comme j'ai dit, euh, on a fait beaucoup plus de démonstrations pour Papyrus et eScholarship. Pour Concordia, ils utilisent Spectrum. Dès qu'on accède à Spectrum, on voit le premier message, les étudiants en maîtrise doctorat, déposez vos rapports ou vos thèses sur Spectrum. Pour les enseignants, on vous encourage à rendre vos articles accessibles sur Spectrum. Donc, on clique sur connexion, se connecter, et même chose, on va aller déposer un article qui est la version post-print, remplir les métadonnées, accepter la licence, etc. Pour les étudiants, même chose. Donc, je ne vais pas répéter, mais c'est vraiment les mêmes procédures. La seule différence avec Archipel,
qui est toujours même chose, se login, etc. Les étudiants déposent leur mémoire à la bibliothèque et c'est la bibliothèque qui va faire par la suite le dépôt dans Archipel. Donc, ça, c'est en gros comment ça fonctionne. Euh, Ici, je profite de l'occasion pour vous dire que il y a des fois certains soutiens financiers ou pas financiers. Donc, comme l'RQRV offre jusqu'à 2500 $ pour aider les chercheurs au fond ou aux frais APC, les FRQ, comme j'ai dit, c'est sous condition, ça doit être un journal en libre accès avec une licence ouverte. Pour les autres, on n'a pas le droit. L'Université de Montréal, McGill, Sherbrooke et toutes les autres universités, ils ont des ententes avec certaines revues pour les frais d'APC. Donc, si vous avez besoin d'une revue en particulier qui n'est pas en libre accès, dont les frais ne sont pas admissibles des FRQ, je vous invite à aller voir les bibliothécaires. Des fois, il y a des ententes pour les frais. Puis aussi, toutes les universités offrent le dépôt institutionnel gratuitement. Donc, c'est quand même un avantage. Puis c'est pas mal ça. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, allez-y. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez qu'on revienne voir certaines sections? Je peux revenir faire comme se connecter sur l'UDM. Je n'ai pas trop d'accès. Non, c'est bon. Pour l'UDM, c'est, en tout cas, je suis l'UDM, puis c'est assez clair. Et moi, la question, c'était ça, c'est que des fois, quand tu disais, c'est la après-review, puis il y avait des gens qui étaient comme, donc c'est vraiment après review qu'on a le droit. Tu sais, le travail des reviewers et des éditeurs n'est pas considéré comme appartenant à la revue, en fait. Ben, moi, comment ça fonctionne, je sais que on parle toujours d'une personne qui va publier un article. Toujours. Mettons, moi, j'ai fait un article, je vais le publier. Oui. Là, je reviens un peu au début parce que euh, il y a comme des mises à jour qui ont été effectuées de la part des FRQ. Elle exige à ce que toutes nos publications soient en libre accès Non, non, immédiatement. ça, sur le côté, ça c'est tout hyper clair, c'est que Ouais, j'avais comme, des fois j'ai un peu un doute, j'avais un peu un doute sur le fait que le travail des rélecteurs et des éditeurs qui mettent du temps et qui font changer, ça m'appartient à un parti, mais un parti pas, parce que c'est pas mon travail, c'est le travail des personnes éditrices. Et donc, ouais. c'est ça où que les, j- j'avais le doute de savoir jusqu'à où c'est ma propriété et jusqu'à où. Et je sais qu'il y a du monde qui met plutôt de la première version soumise en disant, voici les différents, il y a des différences qui suivent dans la version publiée, dans telle chose. C'était cette question-là qui m'était trottée parce que j'avais entendu deux choses différentes, mettons. Donc, la question a été ça, en fait. Et juste pour être sûr, Mm. moi, ce que j'ai compris, c'est que, puis je vais dire ce que j'ai vu comme, par exemple, là, toujours je parle du dépôt institutionnel. Vous dites à quel point la propriété, mettons, intellectuelle d'un reviewer ou la contribution d'un reviewer va contribuer dans le dépôt institutionnel, n'est-ce pas? Oui, 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 exact. Mais, Le manuscrit accepté. C'est ça, c'est la question entre, c'est ce que c'est le préprint, le manuscrit accepté. C'est cette distinction-là n'est toujours peu claire et je comprends plus ou moins c'est quoi le rationale derrière de dire que le travail, le manuscrit final n'a pas été modifié par la revue, mis à part la mise en page. Tu sais que le travail de la revue, c'est la mise en page. Des fois, je ne suis pas sûr de comprendre le pourquoi. Puis je fais ce qu'il faut faire. C'est pas grave. C'est juste, je me disais, je pose la question pour essayer de comprendre c'est quoi hum, le. hum. Moi, j'ai mis mettons, une présentation de Papyrus. OK? Ce qu'ils ont expliqué ici, quand on parle de la version originale, c'est l'article soumis non révisé. C'est la preprint. OK? La deuxième version acceptée, c'est celle qui a été acceptée, puis ça inclut euh,
la correction. Tu sais, c'est comme genre, ajoute cette information, change cette information. Ben oui. Tu sais, c'est cette version-là. Puis la version publiée, ou la version finale, c'est la version comme, qui inclut toutes les logos, etc. Donc, là, ce que les bibliothèques demandent, généralement, c'est la version acceptée. Je comprends maintenant, vous dites non, mais nous, de notre côté, on demande des mises à jour. Oui. Mais c'est pas grave. De toute façon, ce que j'ai compris, c'est qu'ils préfèrent pas la dernière version avec toute la mise à jour, les logos du journal ou de la revue, etc. Ils préfèrent vraiment cette version plus ou moins brute, incluant toutes les corrections du reviewer, parce que, tu sais, Stéphano, des fois, quand on envoie un article, on reçoit une réponse, améliore cette partie ou change des trucs dans la discussion de l'article. Fait que l- la bibliothèque veut s'assurer qu'elle a l'information correcte, l'information qui va être publiée. Oui, je sais pas si je peux intervenir. Ben, moi aussi, c'est ça, c'est-à-dire que si on va sur une version donc en libre accès, est-ce que c'est vraiment la version finale de l'article? Parce que souvent, les modifications des reviewers, c'est pas nécessairement, c'est pas juste une petite virgule ou c'est très important, disons, pour la qualité de l'article, pour la qualité. euh, et ces gens-là sont pas payés pour ça, on le sait, parce que c'est des chercheurs. Euh, et ça, je sais pas. C'est pour ça que, bon, évidemment, c'est pas la mise en page qui nous intéresse, mais c'est le texte final, les graphiques finales, les photos finales de, parce que c'est ça la qualité de l'article. Donc, on peut pas avoir deux qualités d'article, c'est-à-dire en libre accès, la qualité qui est moindre que celle finale qui est de la revue. En tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends et j'espère que c'est ça, parce que libre accès, c'est aussi pour avoir accès à la même qualité. Même si c'est Oui, pas la mise en page, c'est pas très important, c'est là. ça. Moi, je dirais c'est comme le même article, mais sans les logos de la revue, etc. Hmm. Parce que Je suis sinon, ça va toujours être la même surpris chose. de savoir que c'est vraiment les logos qui font que maintenant c'est la propriété de l'éditeur. Mais Mais tu sais, c'est les revues qui acceptent, hein. Parce que ici, quand genre, au début, là, j'ai dit la première étape, il faut aller vérifier si la revue offre le dépôt institutionnel. Donc aussi, c'est la revue qui accepte que ça soit déposé en dépôt institutionnel. Maintenant, toujours quand on parle de version, moi, la version qui sort toujours, c'est le post-print. C'est celle qui est corrigée. Mais j'ai jamais vu que ça doit être la version finale, hein, comme c'est la même publication dans le journal. Ils demandent toujours cette version corrigée, propre et tout. Fait que c'est ce que je comprends, ou c'est redondant, avec toutes les universités, c'est la même chose. Après, il y a des universités qui acceptent, mais moi, j'irais plus avec cette version qui est juste avant qu'elle soit diffusée sur le journal. Parce que sinon, c'est comme s'il y aura toutes les informations du journal dans le dépôt institutionnel, puis ça n'a pas de sens. Euh, Fait que c'est ça. C'est comme ici, le Rehabilitation Psychology. C'est un journal qui offre le dépôt institutionnel. Fait que, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou on peut rebondir, hein. Moi, comme j'ai dit, je ne suis pas le spécialiste. Mon objectif, c'est plus pour vous dire que c'est important pour les chercheurs, pour la diffusion des connaissances, etc. C'est une exigence des FRQ. Il y a plusieurs types ou façons de faire le libre accès. La meilleure façon, c'est le dépôt institutionnel pour les revues à abonnement, parce que c'est la façon gratuite, simple. Très important de garder cette version finale qui a été révisée et corrigée par les reviewers. C'est cette version-là qu'on doit mettre en dépôt institutionnel. Mm. Oui, Juste un Virginia.
petit commentaire. Ben, moi, je le sais pas, mais j'imagine que le dépôt institutionnel, les revues ont des ententes avec la bibliothèque. Et la bibliothèque paye de l'argent pour ces revues-là, pour faire ces dépôts-là. Donc, ils s'entendent et ils s'entendent sur la version qu'il faut publier aussi. Parce Mhm. qu'après, cette même version, en tout cas, cet article va être publié dans telle ou telle autre revue et on veut la qualité, la même qualité ou du moins la meilleure Mhm. qualité parce que ça fait partie aussi des exigences d'une revue d'avoir un article qui est bien, finalement, qui a été revu par ses pairs et avec, bien ficelé, disons. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est pas juste des ententes avec le libre accès, il y a des revues payantes, mais il y a des ententes aussi avec les universités pour qu'ils payent les frais de libre accès. Ça, c'est comme une autre partie aussi. Il y a ceux qui acceptent le dépôt institutionnel, mais ceux qui n'acceptent pas, des fois, les bibliothèques font des ententes pour qu'ils payent les frais d'APC. Tu sais. Mais comme j'ai dit, moi, le message important, c'est plus comme dépôt institutionnel plus. Ça répond à l'objectif de sciences ouvertes. C'est simple, genre, c'est juste un PDF qu'on drague ou qu'on soumet, puis c'est tout. Tu sais. Je comprends qu'il y a, moi, genre, je viens un peu quelques années, j'ai fait la recherche. La plupart, on fait pas attention. On fait des modifications. Dès qu'on publie l'article, c'est fini. On passe à l'étude prochaine où l'étudiant termine ses études, puis on oublie cette version. En tout cas, comme Stéphane nous dit, est-ce que c'est la version finale qui inclut toute la mise en forme, etc. Ben, moi, ce que j'ai compris, non. C'est vraiment cette version-là qui inclut toutes les corrections du fond, du texte et tout, sans ces logos, puis la mise en page spécifique du journal, etc. Ok. Euh, fait que c'est ça. Le message, c'est de garder cette version et de la soumettre. Puis, anyway, là, s'il y a quoi que ce soit, l'équipe de bibliothèque va revenir et va vous dire, par exemple, faut ajuster, enlever ci, enlever ça. Euh, genre, tout le monde s'entraide pour que tout le monde publie en libre accès. Fait que, c'est ça. Moi, je sais que McGill envoie des courriels. Papyrus, probablement, on le voit dans nos dépôts, le progress du document où il y a un message qui s'affiche quelque part. Fait que c'est pas mal ça. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Puis on se voit dans de prochaines occasions. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir cherché tout ça et parce que c'est quand même, il y a plein de choses à comprendre aussi. Alors, Ah, je te remercie beaucoup. Oui, Merci merci, merci à beaucoup. c'était vous. très clair. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. À la Bonne Bye. prochaine. journée. Bye.